ça tourne encore. Ah, d'accord. Bah, je vous laisse commencer de toute façon, Cécile. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'hypertension artérielle chez le chat et plus particulièrement sur les lésions oculaires. Je me présente, je suis Cécile Collignon, vétérinaire chez Seva et responsable technique, bien évidemment. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Bouana, qui est donc spécialiste en ophtalmologie à Paris, et sa collaboratrice Célia Maringue. Aujourd'hui, nous allons aborder donc l'hypertension artérielle et les lésions oculaires de façon globale. On va donc parcourir, je dirais à peu près tout, la description des lésions, mais également la prise en charge, le traitement et le suivi. Petite précision, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat qui se situe sur la droite. Laurent et Célia y répondront au fur et à mesure. Ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay dès demain et le PDF de la présentation de Laurent et Célia sera également disponible. Et enfin, je vous invite à suivre jusqu'au bout cette présentation puisque à l'issue, Laurent vous proposera un quiz et la personne qui répondra le plus rapidement et de façon correcte bien évidemment sera récompensée. Laurent, Célia, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence donc, sur les lésions oculaires secondaires à l'hypertension artérielle. Merci Cécile pour cette présentation. Je tenais tout d'abord rapidement à remercier le laboratoire Seva donc, qui a organisé cette webconférence et Medcom Formation pour l'organisation. Alors, en introduction, rappelons que les lésions oculaires sont fréquentes chez les chats hypertendus puisque, d'après les études, 50% des cas de chats présentant une hypertension artérielle, une HTA, présentent des lésions au niveau de l'œil, des yeux. C'est donc une maladie, l'hypertension artérielle est très fréquente et d'autant plus qu'avec le vieillissement de la population féline les dernières années, avec des chats qui atteignent plus de 12 ans, 13 ans, 14 ans, voire plus, c'est une maladie qu'on leur rencontre de plus en plus en consultation et je pense que vous en voyez très régulièrement. Les motifs de consultation les plus fréquents. Donc, ce que vous allez voir, vous, très fréquemment, je pense que vous en avez déjà vu très souvent, ce sont des chats ou même des chiens, on verra, mais chez le chien, c'est beaucoup plus rare. Donc, c'est vrai que là, vous allez voir beaucoup de cas de chats, parce que c'est beaucoup plus fréquent. Et ces chats sont présentés pour une cécité, très souvent depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'on vous les amène pour une cécité complète, changement de comportement du chat qui est gêné, qui ne descend plus les meubles ou qui ne monte plus sur les canapés. Les propriétaires le remarquent très bien, hein, donc ils vous les amènent souvent quelques jours après. On note souvent une mydriase, donc dilatation des pupilles, donc c'est un motif de consultation fréquent que remarquent les propriétaires, et un œil ou les yeux qui sont rouges, comme sur cette diapo ici, vous voyez à droite, hein, l'hyphéma, donc l'hémorragie de la chambre antérieure, c'est un autre motif de consultation. Donc retenir les motifs classiques cécité en premier, la mydriase, donc dilatation pupillaire, et la rougeur des yeux. Voici donc juste deux petits cas pour vous montrer cette mydriase que vous notez ici. Vous voyez qu'on voit déjà hein, le décollement de rétine. Bon, on va voir ça dans le détail par la suite, mais il y a quasiment un diagnostic qui est fait quasiment dès l'arrivée du propriétaire dans la salle de consultation. Hein, les petites hémorragies. En tout cas, dilatation de pupille. Et bien sûr, ce chat était aveugle depuis 8 jours. Il présentait un souffle cardiaque. Et à l'examen ophtalmo, vous voyez mydriase, bien sûr, réflexe de clignement négatif, réflexe photomoteur négatif. Et à l'ophtalmoscopie, nous verrons les signes caractéristiques. Tout le monde entend bien? Comme je n'ai pas de questions pour le moment, je voulais juste être sûr que ça fonctionne bien. Si une ou deux personnes peuvent répondre. Voici un autre cas chez un chat européen femelle 15 ans, donc souvent des chats âgés, hein, où vous notez la rougeur d'un œil à cause de l'hyphéma. Voici un rappel rapide du schéma du globe oculaire, de l'anatomie du globe oculaire. Vous voyez ici
donc les différentes structures et les structures cibles de l'hypertension artérielle qui sont bien sûr les structures vasculaires. Donc il s'agit de la choroïde, qui est la tunique vasculaire de l'œil, l'iris, ici, les corps ciliaires et la rétine. Voilà, ce sont ces 4 structures qui peuvent présenter des lésions qui sont souvent des lésions hémorragiques secondaires à cette hypertension artérielle. Bon, tout le monde me dit que ça fonctionne, c'est parfait. Comment regarder, comment examiner ces yeux, et en particulier comment examiner le fond d'œil. Donc vous pratiquez tous l'ophtalmoscopie avec des instruments plus ou moins perfectionnés. L'instrument de base que vous possédez tous, je pense, c'est l'ophtalmoscope direct que vous voyez ici, qui permet d'avoir une image de très grande taille et droite. Un autre appareil qui est intéressant, qui est aussi un appareil d'ophtalmoscopie directe, qui est le panoptique que vous voyez ici, que j'utilise beaucoup. Vous voyez ici son utilisation. L'intérêt, c'est que c'est un appareil très facile, un petit peu plus cher que l'ophtalmoscope direct que vous voyez ici, que vous avez tous, qui permet d'avoir une image avec un champ un peu plus grand, donc une image un peu plus petite. Et donc, c'est un bon intermédiaire, le panoptique, entre l'ophtalmoscope direct classique et l'ophtalmoscopie indirecte, qui est un petit peu plus complexe à utiliser, que vous allez voir ici, avec donc Célia qui l'utilise, avec l'utilisation d'un casque, l'utilisation d'une lentille. Donc, on a des lentilles de 20 ou 30 dioptries qui permettent d'avoir un grossissement différent, une image un peu plus grande avec 20 dioptries. Vous voyez ici la lentille. Et donc, on place le casque sur la tête et vous le placez à peu près à 1 mètre de distance, un peu moins d'1 mètre, vis-à-vis de cette lentille que vous placez proche de l'œil. Ce qui va vous permettre d'avoir une image très large, quasiment tout le fond d'œil. Après, il faut se déplacer un petit peu et vous avez une image inversée. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit coup à prendre, il faut en faire quelques-unes avant de s'habituer, mais ça vous permet d'avoir des images complémentaires de l'ophtalmoscopie directe et une vision plus globale des choses. Le fond d'œil. Ici, vous avez un fond d'œil normal de chien, un schéma, avec la papille que vous reconnaissez, qui correspond à l'insertion du nerf optique. Les veines, on a 3 veines chez le chien et chez le chat, donc assez plus épaisses que les artérioles. Donc on a ensuite 5-6 artères que vous voyez ici, beaucoup plus grêles. Le tapis sombre à ce niveau-là et le tapis clair ici. Donc là, il s'agit du fond d'œil de chien. Voici pour le fond d'œil normal de chat, où ici, je vous ai mis une pièce anatomique pour que vous puissiez voir la différence entre l'anatomie et le fond d'œil que vous voyez. Hein, donc, la rétine que vous voyez ici. Et voici le fond d'œil de chat avec papille, les 3 veines et les artères. Tapis clair, tapis sombre. Et donc, c'est au niveau de ce fond d'œil, qui est ici normal. Bien sûr, avant d'aborder les lésions anormales, pathologiques, il était bon de rappeler le fond d'œil normal, les images de fond d'œil normal, pour pouvoir comparer. Voilà, ici vous aviez le schéma, et ici un fond d'œil en ophtalmoscopie indirecte. Voilà, en ophtalmoscopie indirecte, vous avez cette image-là, hein, une image globale, et avec visualisation de quasiment toute la rétine. Encore une fois, il faut se déplacer pour voir en périphérie. Avec la papille, les veines et les artères. Et là, nous sommes en tapis clair et tapis sombre à ce niveau-là. Voilà, pour rappeler donc les veines en bleu, avec la flèche bleue, pardon, et les flèches rouges qui indiquent les artérioles, au nombre de 4 ou 6. Excusez-moi, je regardais un peu vos questions. Oui, on me demandait ce que vous voulez dire sur la diapo, sur la slide. Le RCM, c'est réflexe de clignement à la menace. D'ailleurs, qui est plutôt un test de clignement à la menace plutôt qu'un réflexe. Si on veut être précis, ça c'est pour les neurologues. Donc, les lésions oculaires de l'hypertension artérielle. Ces lésions, elles sont multiples, bien qu'il s'agisse principalement d'hémorragie, mais on peut avoir en début, donc en stade 1, des œdèmes rétiniens, puis des hémorragies rétiniennes, comme sur cette photo, un décollement de rétine,
des dégénérescences rétiniennes qui sont des lésions plutôt tardives dans l'évolution des lésions hypertensives et des hémorragies vitréennes, donc un peu plus antérieures, et encore un peu plus intérieures des iphémas, c'est-à-dire des hémorragies de la chambre antérieure. Voici donc des lésions de moins graves aux plus graves. Avec le stade 1, on peut noter avant les hémorragies, donc en stade précoce. Donc là, c'est pour ça que c'est important de faire des fonds d'yeux, déjà pour vous habituer au normal, tout d'abord, et ensuite pour détecter des lésions précoces. Le but de cette présentation aussi, c'était vous montrer que faire un maximum de fonds d'yeux sur des chats à partir de 10 ans, si en plus ils sont suspects d'hypertension, avec un souffle, encore plus, mais surtout chat de plus de 10 ans, ça vaut le coup de faire un fond d'œil pour détecter des lésions très précoces. Donc là, on est sur des lésions précoces, donc stade 1, avec ici une tortuosité des vaisseaux. On voit ici la tortuosité, si vous comparez, donc là sur l'œil droit et l'œil gauche, vous voyez ici cette tortuosité, qui est un premier signe de lésion oculaire secondaire à l'hypertension artérielle. L'œdème rétinien, donc beaucoup plus facile à voir. Vous voyez ici une lésion d'œdème avec un petit décollement séreux à ce niveau-là. Et là aussi, une lésion d'œdème rétinien qui est une lésion un peu sombre, un peu grisâtre, comme vous le notez ici. Et donc, il s'agit là encore d'un stade 1 de lésion secondaire à l'hypertension artérielle. À partir du stade 2, on a des hémorragies rétiniennes, comme ici, avec des localisations différentes. On peut avoir des hémorragies, sous-rétiniennes, des hémorragies intrarétiniennes qui peuvent être superficielles ou profondes, et des hémorragies pré-rétiniennes. Voici un schéma un peu pas difficile, pas très facile à lire, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que je voulais vous montrer, c'était les différentes formes d'hémorragie. Donc là, on a des hémorragies sous-rétiniennes. La caractéristique, c'est que elles sont rouges sombres, souvent de cette forme-là, plus ou moins étendues, mais généralement assez étendues. Retenez qu'elles sont sombres et on les voit derrière les vaisseaux que vous voyez à ce niveau-là. On a ensuite des lésions intrarétiniennes qui peuvent être superficielles ou profondes, profondes comme ici, donc plutôt circulaire, ovalaire, et superficielle. La caractéristique des hémorragies intrarétiniennes superficielles, c'est qu'elles suivent la direction des fibres nerveuses que vous voyez ici, et donc elles ont un aspect un peu en flamme, comme vous le notez à ce niveau-là. D'accord ? Et enfin, des hémorragies pré-rétiniennes, donc qui sont à la limite du vitré et qui sont souvent en quille de navire, comme ici, dues en fait à un dépôt des hématies en région inférieure et qui donne cet aspect très caractéristique. Voici une hémorragie sous-rétinienne à ce niveau-là, avec l'aspect rouge sombre. Des hémorragies sous-rétiniennes ici, sombres, et des hémorragies intrarétiniennes profondes à ce niveau-là. Ici, des hémorragies sous-rétiniennes et intrarétiniennes profondes à nouveau. Et on commence à voir, dans ce cas, alors ça ne se voit pas à droite, mais sur l'image à gauche, vous commencez à voir une hyperréflectivité du tapis qui montre qu'il s'agit déjà d'une lésion un peu ancienne avec des débuts de dégénérescence rétinienne. Il est très classique de voir dans un deuxième temps des lésions de dégénérescence rétinienne, secondaires à toutes ces lésions hémorragiques et d'œdème. Pardon. Le décollement rétinien, donc, qui est assez fréquent lors d'hypertension et qui se manifeste par, on l'a vu, une cécité et une mydriase, comme chez ce chat, et un décollement qui est souvent bilatéral. Pas obligatoirement, mais qui est souvent bilatéral. Voici ici une pièce anatomique, on voit bien le décollement qui est complet de la rétine de cet animal. Et ici, une image ophtalmoscopique de décollement de rétine chez un chien, avec cette image caractéristique. Là, c'est vraiment un décollement rétinien qui est dit en fleur de liseron, par analogie à une fleur de ce végétal. Ici, un décollement rétinien qui peut être très visible à l'échographie. L'échographie nous sert bien pour détecter des petits décollements, donc c'est complémentaire de l'ophtalmoscopie, qui est intéressant aussi en suivi, et qui est intéressant lorsque vous avez des hémorragies dans la chambre antérieure, parce que lorsque vous avez des hémorragies en chambre antérieure, à ce niveau-là, vous allez
vous ne pourrez pas bien voir la partie postérieure en ophtalmoscopie. Et donc, l'échographie nous permettra d'être plus précis et de voir tout ce qui se passe en région postérieure, comme dans cette image, où vous voyez ici un décollement complet, hein, avec l'attache au niveau du nerf optique, au niveau de la papille, et ici, donc, l'image caractéristique en aile d'oiseau, qui correspond à ce décollement séreux de la rétine. Ici, vous voyez en ophtalmoscopie le décollement, hein, très net, avec cet aspect caractéristique, c'est-à-dire que vous êtes obligé de changer les lentilles, de modifier les lentilles, d'augmenter la réfractivité pour pouvoir voir nettement cette rétine. Et vous voyez que cette rétine flotte dans le vitré. Il s'agissait d'un chat qui était à 300 mm de mercure de tension artérielle. Ici, justement, pour vous montrer un cas avec un IFEMA, enfin un épanchement de sang dans la chambre antérieure qui nous empêchait de bien voir le fond d'œil en ophtalmoscopie. Vous voyez à l'échographie ce même œil. Vous voyez ici l'IFEMA. On voit ici ce caillot de sang dans la chambre antérieure qui est déjà un peu, qui se dépose. Et là, à ce stade-là, on parle donc d'IFEMA. Donc dépôt des hématies dans la chambre antérieure avec la pesanteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait chez ce chat un petit décollement de rétine à ce niveau-là, que on ne pouvait pas voir autrement que par l'échographie. Voilà, c'est mieux visible sur cette échographie, là, un peu plus grande, sur laquelle on ne voit pas l'IFEMA, mais sur laquelle vous voyez le petit décollement de rétine à ce niveau-là. Donc ça, c'est des décollements, voilà, avec la flèche, on voit bien. C'est des décollements qu'on va pouvoir suivre suite au traitement, et dans pas mal de cas, on le verra par la suite, on a des recollements de rétine et des chats qui retrouvent la vision. Je vais voir si vous avez des questions. Alors, comment préparer l'œil médicalement pour observer le fond d'œil? Oui, c'est vrai que je suis passé un peu vite parce que ce n'était pas l'objet de la présentation, mais c'est une question très judicieuse. La dilatation se fait avec du midriaticum. Donc, midriaticum, et il faut compter à peu près 15-20 minutes. Vous instillez toutes les 5 minutes une goutte pour obtenir une dilatation complète. Deuxième question intéressante, est-ce qu'une cataracte limite l'observation du fond d'œil? Oui, bien sûr, si la cataracte est assez avancée. Alors, lorsque vous avez une cataracte incipiente ou immature, donc des stades débutants, vous pourrez observer le fond d'œil, que ce soit en ophtalmoscopie directe ou indirecte. Par contre, si la cataracte est mûre ou hyper mûre, bien sûr, vous ne verrez pas le fond d'œil. Et dans ce cas-là, c'est là où l'échographie apporte des renseignements et la seule technique là, qui permettra de voir les lésions postérieures de l'œil. Continuons les différentes lésions rétiniennes secondaires à l'hypertension. Je parlais de la dégénérescence de rétine que vous voyez ici. Donc dégénérescence rétinienne, très souvent en phase tardive, donc après quelques mois ou quelques années. Suite à ces lésions, vous allez voir, à ces lésions d'hémorragie ou d'œdème, vous allez voir une hyperréflectivité et une diminution du calibre des vaisseaux. Donc là, on voit très bien sur cette sur cette image, sur cette photo, sur cette ophtalmoscopie, l'hyperréflectivité du tapis clair, qui signe, qui est typique de la dégénérescence de rétine secondaire à cette HTA. Et ici, une dégénérescence de rétine complète chez ce chat. Il y a une hyperréflectivité du tapis très marquée et une disparition complète des vaisseaux rétiniens chez ce chat. Les hémorragies vitrées, donc un peu plus antérieures, donc hémorragie vitrée, souvent on voit des chats qui arrivent avec les yeux rouges, pas au niveau antérieur, mais derrière l'iris. Et il s'agit donc de lésions d'hémorragie vitréenne que vous voyez bien à l'ophtalmoscopie. Et qui sont à différencier de l'IFEMA, comme on va le voir par la suite. Voilà un chat qui arrive avec, ici vous voyez un œil qui est en midriase, donc il y a sûrement là des lésions de rétine, comme par exemple un décollement de rétine ou des hémorragies, et ici une hémorragie vitréenne qui fait que l'œil est rouge, mais derrière l'iris. Donc la localisation de l'hémorragie est vitréenne et non pas IFEMA, ce n'est pas dans la chambre antérieure. Ici, il s'agissait d'un chat qui avait une hypertension artérielle secondaire à une insuffisance rénale chronique. Voilà, donc je disais contrairement à l'IFEMA qui correspond à une hémorragie de la chambre antérieure. Donc là, on voit très bien cette hémorragie massive, un épanchement de sang dans la chambre antérieure. Vous voyez que cette hémorragie est placée devant l'iris, donc elle est très antérieure. Et là, c'est encore un grand classique des lésions secondaires à l'hypertension artérielle. Alors je l'ai montré dès le début de la présentation.
Vous pouvez avoir soit des lésions postérieures, mais aussi des lésions antérieures, comme c'est le cas ici. Voilà, pour montrer différentes formes d'IFEMA, on peut avoir soit un épanchement un peu diffus dans la chambre antérieure. Vous voyez que le sang ne s'est pas encore déposé avec la pesanteur, on n'est pas au stade réellement d'IFEMA. Ensuite, après quelques temps, avec la pesanteur, on a les hématies qui se concentrent en région inférieure, avec, vous voyez ici, comme un caillot sanguin, donc toujours en région inférieure. Et ensuite, cet IFEMA qui peut être plus ou moins important. Vous voyez que là, il est plutôt de petite taille, là, de plus grande taille, et des fois, cela peut carrément envahir la chambre antérieure. Et là, on voit bien que dans ces cas-là, ces deux cas, il est utile de faire une échographie parce que l'ophtalmoscopie ne sera pas facile, ou en tout cas même impossible sur cet œil-là. Voici un autre IFEMA que je vous ai montré qui est très discret à ce niveau-là et qui pouvait laisser penser à une tumeur. Il faut des fois se méfier, on peut avoir des images qui ressemblent à des mélanomes de l'iris ou de la base du corps ciliaire. Ici, voilà, on pouvait penser à un mélanome, mais en fait, il s'agissait simplement d'une hémorragie. Un autre cas intéressant qui montre une hémorragie, vous voyez, du vitré. On a un épanchement aussi dans la chambre antérieure. Ici, une hémorragie antérieure et de l'iris. Et à ce niveau-là, si vous regardez, c'est bombé. On a l'iris qui est bombé, qui est foncé, qui est noir, comme ici. Et je vous assure que chez ce chat, donc c'est l'œil droit et l'œil gauche, on a l'œil droit et l'œil gauche chez le même chat, et on pouvait vraiment penser à une tumeur. Cela mime vraiment parfaitement l'image d'un mélanome intraoculaire. Donc attention à bien différencier mélanome et hémorragie, certaines hémorragies qui peuvent ressembler à des tumeurs, et l'échographie permet de distinguer les deux. On peut avoir des lésions antérieures et postérieures. Par exemple, chez ce chat, on a des lésions postérieures avec une mydriase et des lésions rétiniennes, et au niveau de l'œil gauche, des hémorragies de la chambre antérieure. Chez le chien, là j'ai beaucoup parlé de chat, comme je vous disais, c'est vraiment ces lésions, ces lésions oculaires secondaires à l'HTA sont vraiment le plus souvent visibles chez le chien, enfin diagnostiquées chez le chat, pardon, et beaucoup plus rarement chez le chien, mais cela existe chez le chien. On a aussi des hypertensions qui provoquent des lésions rétiniennes ou de la chambre antérieure et qui ressemblent à celles du chat. Ici, il s'agit d'hémorragie rétinienne que vous notez à ce niveau-là, chez un chien croisé de 6 ans qui était secondaire à une HTA, secondaire à une maladie rénale. Donc vous voyez que cela existe aussi, c'est beaucoup plus rare, mais cela existe aussi chez le chien. Voilà pour la présentation des différentes lésions. Avant de passer la parole à Célia Maringue, qui est ophtalmo avec moi à la clinique et qui est plus spécialisée donc qui est ophtalmo, mais qui a aussi une solide expérience en médecine interne. C'est pour ça que je lui passe la main sur cette partie plus sur l'hypertension. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pas pour le moment. Donc, on répondra alors par la suite. Donc, je lui passe la main sur la mesure de la pression artérielle systolique. Bonjour Célia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'aborder avec vous la mesure de la pression artérielle. Effectivement, on va essayer de définir des valeurs usuelles et de classifier les différents stades d'hypertension. Et on abordera ensuite les causes et les traitements. Pour commencer, au niveau des mesures de la pression artérielle, il y a plusieurs techniques possibles. Il existe une mesure directe invasive, mais qui n'est pas utilisable en pratique. Par contre, ce qui va être utilisé en clinique, c'est plutôt des mesures non invasives, le Doppler par exemple. Donc, vous avez effectivement une photo du matériel ici, ou des méthodes oscillométriques qui peuvent aussi être utilisées. Concernant la réalisation des mesures, il faut que l'animal soit au calme, avec le propriétaire de préférence. On le laisse pendant 5 à 10 minutes s'acclimater à l'environnement et on positionne soit un décubitus ventral, soit un décubitus latéral en retenant qu'il faut une contention minimale. On va positionner le brassard sur un membre ou sur la queue et la largeur du brassard doit représenter 30 à 40% de la circonférence de là où on va positionner le brassard.
On élimine la première mesure et on réalise une moyenne sur 5 à 7 mesures. Concernant les valeurs usuelles, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est assez compliqué de retenir un intervalle précis parce qu'il y a de nombreuses variations de la pression artérielle systolique, que ce soit par rapport à l'âge, le sexe, la race, le poids ou le tempérament de l'animal. Tout ça, ça conduit à des variations et on a du mal à définir un intervalle de valeurs usuelles. Il y a de nombreuses études qui ont été réalisées et il n'y a pas de consensus absolu, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a un animal qui est normo-intensif quand la pression artérielle est inférieure à 140. Toutes les données que je vous présente là, je les ai tirées donc du consensus qui a été publié par l'American College of Veterinary Internal Medicine. Du coup, vous avez les références de l'article juste en dessous. Pardon. Donc, pour définir l'hypertension artérielle, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on va la définir en fonction du risque d'atteinte des organes cibles. Les organes cibles, c'est les yeux, bien évidemment, les reins, l'encéphale et le cœur et les vaisseaux. Et donc, juste après, vous allez retrouver la classification de cette hypertension artérielle. Lorsqu'elle est inférieure à 140 mm de mercure, on a vu qu'il s'agissait d'un stade normotensif. Entre 140 et 160, on classifie à préhypertensif, avec un risque d'atteinte des organes cibles qui est faible. Entre 160 et 180, l'animal est considéré comme hypertensif, avec un risque d'atteinte des organes cibles modérés. Et au-dessus de 180, on parle d'hypertension sévère. Et là, effectivement, le risque d'atteinte des organes cibles, notamment au niveau oculaire, est très élevé. Donc, en ce qui concerne les causes d'hypertension artérielle, l'hypertension artérielle, elle est classée en 3 types. La première, c'est celles qui sont liées à l'environnement, donc liées au stress essentiellement. C'est l'effet blouse blanche qui est rapporté en médecine humaine là aussi. Les causes d'hypertension artérielle, il y a les hypertensions artérielles secondaires qui peuvent représenter jusqu'à plus de 80% des cas. Et il existe aussi des hypertensions idiopathiques qui peuvent représenter jusqu'à 20% des cas chez le chat. Vous avez fait un résumé ici des causes d'hypertension avec les causes les plus fréquentes chez le chat, qui sont bien évidemment la maladie rénale chronique, l'hyperthyroïdie, le diabète sucré et moins souvent l'hyperaldostéronisme primaire. Chez le chien, on retrouve là aussi la maladie rénale chronique et l'insuffisance rénale aiguë, le diabète sucré et l'hypercorticisme comme principale cause d'hypertension artérielle. Évidemment, tout dépend de votre suspicion là aussi, le but étant de réaliser des examens complémentaires pour déterminer la cause. Donc, une analyse biochimique à un hémogramme initialement et ensuite tout dépendra de vos suspicions. On peut mesurer soit la T4, faire une analyse d'urine ou réaliser d'autres examens. Donc ça, ce sera en fonction des hypothèses et de la présentation clinique. Concernant donc le traitement et le suivi, la grande question, c'est surtout de savoir quand est-ce qu'on doit traiter. La première chose à retenir, c'est qu'à partir du moment où vous voyez une lésion d'un organe cible, et notamment au niveau oculaire, le traitement, il est nécessaire. Vous ai remis par rapport au tableau initial quelle est la démarche à suivre. Donc, pour les animaux préhypertensifs, donc entre 140 et 160 mm de mercure, vous l'avez compris, on traite s'il y a une atteinte de l'organe cible. S'il n'y a pas de lésion des organes cibles, on peut faire un suivi de pression artérielle tous les 3 à 6 mois. Pour un animal hypertensif entre 160 et 180 mm de mercure, s'il n'y a pas de lésion d'organes cibles, on fait un suivi de pression 1 fois par mois. Et si au cours de ces différents contrôles, la pression est toujours supérieure à 160, à ce moment-là, on va mettre en place un traitement.
Pour les cas d'hypertension artérielle sévère, pardon. Je regardais les questions, les valeurs de tension chien et chat. Comme je vous le disais, effectivement, on demande si la valeur est la même. Il y a des grosses variations en fonction des races, du poids, de l'âge de l'animal. Donc, il faut surtout retenir ce tableau qui fait effectivement consensus pour le chien et le chat. Ensuite, donc, vous parlez de l'hypertension artérielle sévère. Effectivement, donc, on traite s'il y a une lésion de l'organe cible. Si on ne trouve pas de lésion d'organe cible, la recommandation, c'est de faire une mesure de pression artérielle une fois par semaine et un traitement si la pression lors du contrôle est supérieure à 160. Dans tout ça, vous voyez effectivement l'intérêt du fond d'œil qui est un organe cible qui est facilement accessible et qui va nous permettre de bien évaluer si un traitement est nécessaire. On me pose une question sur le fabricant du PET-MET pour lequel une valeur supérieure à 170 alors, indiquant que la méthode Doppler sous-estime la PA réelle. Je vous avoue que là-dessus, je n'ai pas forcément d'expérience pour le BETMAP. Nous, on utilise essentiellement le Doppler. Effectivement, peut-être qu'il faut quand même se rapporter aux données du fabricant. Voilà. Donc, du coup, concernant le traitement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif, c'est de limiter l'atteinte des organes cibles. En cas d'hypertension artérielle secondaire, il faut bien évidemment traiter la cause sous-jacente et l'objectif du traitement, c'est de diminuer progressivement la pression artérielle et éviter une chute brutale. Du coup, on me demandait donc pas de traitement si pas d'atteinte, même si la tension est entre 140 et 160. Non, si vous faites vos mesures de pression de contrôle et qu'elles sont à chaque fois inférieures à 160 et qu'il n'y a pas de lésion d'organe cible, on conseille de ne pas réaliser de traitement. Voilà. Ensuite, donc, je vais évoquer le traitement chez le chat. La molécule qui est retenue chez le chat, c'est l'amlodipine. Donc, c'est un inhibiteur des canaux calciques. Et le but, c'est effectivement d'adapter la dose en fonction de la pression artérielle. Si vous avez une valeur inférieure à 200, on conseille une dose de 0,625 une fois par jour. Par contre, si la pression est supérieure à 200, on vous conseille de doubler la dose. L'amlodipine, c'est la molécule la plus efficace sur l'hypertension artérielle chez le chat et on s'attend à une diminution de PA d'environ 20 à 50 mm de mercure une fois qu'on a initié le traitement. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypertension artérielle a des conséquences rénales et notamment des lésions sur les glomérules rénaux. Elle peut donc accentuer ou créer une protéinurie et dans plusieurs études, effectivement, la protéinurie influence de manière très importante la durée de survie. Donc, en fonction des cas de la pression artérielle et de la protéinurie que vous avez mis en évidence, on peut ajouter le telmisartan. À 1 mg kg, il va avoir un effet sur la protéinurie et à 2 mg kg, il a un effet sur la pression artérielle. Attention toutefois au risque d'hypotension et de déshydratation. Et le telmisartan a pour effet attendu une baisse de la pression artérielle de 20 à 25 mm de mercure. Je regarde juste les questions qui sont posées. Hop. Alors, on demande si effectivement, s'il y a déjà une insuffisance rénale ou une maladie rénale chronique, on traite. Il faut effectivement traiter la cause, tout à fait. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a devancé et qui a déjà parlé du telmisartan. Voilà. Pour le chien, hop, tac. Ça ne veut plus. C'est bon. Pour le... Ah, ça n'a pas marché. Merci.
Pour le chien, la prise en charge de l'hypertension n'est pas tout à fait la même. Effectivement, on conseille en prime abord d'utiliser plutôt des IECA. Donc, typiquement du bénazéprile, c'est ce qui est utilisé le plus fréquemment. La dose, est à évaluer en fonction de la pression artérielle là aussi, sachant que pour des pressions inférieures à 200, on laisse juste un IECA, mais par contre, lorsqu'on dépasse une pression artérielle à plus de 200 mm de mercure, on peut rajouter cette fois-ci de l'amlodipine. Le telmisartan peut être utilisé à la place de l'IECA lui aussi. Voilà, je vais repasser un espèce de petit arbre décisionnel pour le suivi. Donc, pour le suivi, une fois que vous avez initié le traitement, que l'hypertension artérielle est avérée, on fait un contrôle, une mesure de pression artérielle 3 jours après l'initiation du traitement s'il y a des lésions des organes cibles et 7 à 10 jours après sinon. Si la pression de contrôle est inférieure à 120, c'est qu'il y a une hypotension et qu'il faut diminuer la dose. Si vous êtes inférieur, entre 120 et 160, c'est que l'objectif est atteint et on fait un contrôle dans 4 à 6 mois selon la cause sous-jacente là aussi. Et si effectivement la pression est toujours supérieure à 160, à ce moment-là, il faut soit augmenter la dose, soit ajouter un autre traitement. Je regarde juste donc les questions. Si j'arrive. Alors, on me demande si on peut empirer une maladie rénale chronique avec l'amlodipine. Il y a eu des études qui justement disaient que l'amlodipine était la molécule qui était vraiment la plus, qui avait le moins de conséquences sur la maladie rénale chronique. Par contre, effectivement, il ne faut pas la mettre en place quand ça dépend de vos stades iris. Donc, si le stade iris est élevé, type 3 ou 4, il faut quand même être assez prudent. Et on me demande si amlodipine et ICA ne suffisent pas. Ça, c'est déjà arrivé surtout chez le chien. Peut-être là, pour le coup, essayer de mettre telmisartan et amlodipine pour voir s'il y a une différence. Et on me demande si on met telmisartan à 2 mg kilo, est-ce qu'on diminue la dose d'amlodip? À ce moment-là, tout dépend de votre valeur de pression artérielle. Je consciente que c'est des questions très précises, mais il faut effectivement s'adapter en fonction de votre valeur de PA et faire attention à ces risques d'hypotension. Je pense que si la pression artérielle n'est pas très très élevée, il vaut mieux effectivement diminuer la dose d'amlodipine pour éviter justement ces risques d'hypotension et de déshydratation. Voilà, écoutez, j'espère, je vais passer la main à Laurent pour la suite. Pardon. Voilà, donc Célia, merci Célia pour la présentation des traitements. Les résultats des traitements. Je vais vous montrer quelques cas. Souvent, les lésions, comme vous l'avez vu, sont très graves au moment où vous les recevez. Ça peut même être des fois tardif. Et pourtant, lorsque vous avez des lésions très avancées, comme des décollements de rétine, des hémorragies massives, vous pouvez avoir de très bons résultats avec le traitement que vous a présenté Célia. Déjà, de très bons résultats sur l'état général. On sait qu'on gagne en espérance de vie sur ces chats-là. Mais là, maintenant, je vais parler au niveau ophtalmo. On a de très bons résultats avec des chats qui retrouvent la vision, des hémorragies qui disparaissent, des recollements de rétine. Donc, des pronostics qui sont finalement assez favorables dans pas mal de cas. Ici, vous avez un chat qui a été reçu pour IFEMA important, qui envahit quasiment toute la chambre antérieure, donc secondaire à une hypertension artérielle, un traitement donc hypotenseur qui a été mis en place. Et ici, vous voyez le chat à 1 mois, vous voyez que l'hémorragie a commencé à se résorber. Et ici, après 2 mois, vous voyez qu'on a une disparition complète de l'hémorragie et des petites synéchies, des petites séquelles. On a des synéchies postérieures, une déformation de la pupille qui sont secondaires à cet ancien IFEMA. Mais en tout cas, les hémorragies se sont résorbées et on a donc une
eu une bonne réponse au traitement. On suit aussi les décollements de rétine, et là encore, je vous ai montré tout à l'heure des décollements de rétine très marqués. J'en ai encore contrôlé un ce matin qui avait un décollement il y a 2 ans complet, un peu comme ici, là, que l'on voit au niveau de l'échographie, un décollement complet. Et le chat, en 1 mois, avait eu un recollement complet de sa rétine. Et là, c'est le cas de ce chat que je vous montre ici en échographie, avant traitement, un décollement complet, et après traitement, où vous avez un recollement complet de la rétine en 1 mois. Donc des résultats qui sont assez spectaculaires au niveau ophtalmo. Ça, c'est l'autre œil. Là, vous avez vu tout à l'heure l'œil droit, maintenant c'est l'œil gauche. Pareil, il avait un décollement complet avant traitement. Vous voyez ici la rétine complètement décollée, la tache de la rétine ici au niveau du nerf optique. Et le recollement, 1 mois après, vous avez la rétine ici qui est totalement recollée. Une étude récente de Young de 2018, donc il y a 3 ans, a montré que 58% des chats, donc plus de la moitié des chats, récupèrent la vision, et parfois à long terme, avec les traitements qui vous ont été présentés. En conclusion, on retiendra la fréquence des lésions oculaires lors d'hypertension artérielle, et ce sont souvent les premières lésions, les premiers organes cibles de cette hypertension artérielle, d'où l'intérêt de regarder les yeux, de faire des fonds d'yeux de façon précoce lorsqu'on suspecte une hypertension, ou alors chez tout chat à partir d'un certain âge, et aussi chez certains chiens lorsqu'on suspecte une tension, ou chez des chiens âgés. L'importance du dépistage, donc voilà, fond d'œil et mesure de la tension artérielle, ce sont les 2 examens importants à réaliser. L'œil qui est un révélateur précoce de la maladie, des lésions qui sont facilement visibles à l'ophtalmoscope, on l'a vu, donc ophtalmoscopie directe ou indirecte, et qui nous permettent de détecter des petites lésions, comme des petits œdèmes de la rétine, ou des petites hémorragies, comme des décollements plus importants, ou des lésions majeures de décollement de rétine ou d'hémorragie rétinienne. Et des traitements qui sont assez simples, quotidiens, c'est souvent 1,5 ou 1 comprimé par jour, à mettre en place avec finalement de bons résultats, malgré des lésions graves, et donc des lésions oculaires graves, et aussi un retentissement sur l'espérance de vie de l'animal. Voilà, on va terminer par le quiz. Vous savez qu'on termine classiquement nos webinaires par une question avec un ouvrage à gagner. Cette fois, on a choisi l'Atlas et manuel d'ophtalmologie féline, que j'ai eu la chance de coécrire avec Gilles Chaudieu. J'ai choisi ce livre, bien sûr, en relation avec le sujet. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous mettre une image, et donc on va suivre qui est la personne qui répond en premier et qui gagnera cet ouvrage. Attention, voici l'image. Donc, on attend un diagnostic. Alors, suspense. C'est bizarre, je ne l'ai pas. Bon. Ah non, c'est parce que c'est là. Bon, faux départ, on y va. Voici le cas. Donc, c'est un chat. Vous voyez qu'il a une mydriase. Il a 3 ans. Je vous aide. Donc, j'attends de voir qui va être la première personne. Donc, c'est un chat de 3 ans. Donc, déjà, un peu particulier. Ce n'est pas un chat âgé. Donc, pas classique par rapport au cas que je vous ai montré tout à l'heure. Ah bah ça y est, Mélanie a déjà trouvé, ça a été rapide. Bravo. Intoxication aux antivitaminiques K. Bravo Mélanie. Vous avez été très rapide. Je pensais que ça mettrait un peu plus de temps, mais voilà, vous êtes excellent. Donc bravo. Donc chat de 3 ans avec un décollement rétinien complet. Donc je vois que vous répondez décollement rétinien, exact. À gauche comme à droite ça se voit pas, mais il a une mydriase, on peut le suspecter. À gauche, on voit qu'il y a un décollement et des hémorragies. Voilà, donc ce qui pouvait nous mettre la puce à l'oreille, c'était le fait que ce chat ait 3 ans, donc c'est un peu atypique. En général, comme je vous disais, c'est plutôt des chats âgés, après 10 ans. Et il s'agissait bien d'une intoxication aux antivitaminiques K1. Bravo Mélanie. Merci à tous de votre attention. Donc, comme Cécile Collignon vous l'a dit, du laboratoire Séverin vous l'a dit au tout début, là, il s'agissait d'une présentation un peu globale qui abordait un peu tous les domaines liés à l'hypertension et aux lésions oculaires.
Mais courant 2022, nous ferons un petit cycle de plusieurs webconférences. Il y en aura minimum 3 en collaboration avec Seva, où on rentrera un petit peu plus dans le détail de chaque domaine. On rentrera un peu plus dans le détail du traitement, des différentes lésions. Voilà. Là, on avait essayé de vous présenter un panorama en 45 minutes. Voilà, on arrive juste à 45 minutes tout juste. Donc, on a quelques minutes. Ouais, vous avez répondu. Là, je vois qu'il y a pas mal de réponses. Bravo. Oui, Laurent, il reste encore quelques questions auxquelles vous n'avez pas Oui, répondu. justement. Donc, j'allais y venir. Oui, j'allais rester. Voilà. Hein. Vous savez qu'on avait quelques minutes pour répondre encore à des questions, s'il y en a, avec Célia. Je peux te rapprocher un peu. Voilà, on est tous les deux là pour vous répondre. Cécile, vous avez peut-être sélectionné des questions Oui, tout à fait. Il y avait, est-ce que l'on peut ajouter de l'atropine pour éviter les synéchies? Alors, oui, tout à fait. On peut ajouter de l'atropine dans certains cas. En fait, il est vrai que lorsqu'on a des hémorragies massives, on peut avoir des symptômes très similaires à l'uvite. Et d'ailleurs, il arrive donc de faire des traitements anti-inflammatoires locaux avec de la dexaméthasone, comme le Maxidrol par exemple, qui pénètre bien dans la chambre antérieure, pour limiter l'inflammation associée aux IFEMA. Et l'atropine peut être aussi mise en place pour limiter les synéchies, tout à fait. Donc c'est un traitement d'uvite avec dexaméthasone en local et atropine. Et attention à suivre la tension de l'œil. Alors, pas la tension artérielle cette fois, mais la tension de l'œil. Si vous mettez en place de l'atropine, qu'il y a des synéchies, vous pouvez toujours avoir une hypertension secondaire. Vous savez que l'atropine provoque des hypertensions intraoculaires. Et donc, il est important, enfin, conseillé de suivre la tension intraoculaire lorsque vous mettez en place un traitement avec de l'atropine comme ça. Très bien, merci. Une autre question. Suite au décollement de rétine, le traitement doit être mis en place en combien de temps pour espérer récupérer une vision? Je me permets de répondre. Ouais. Du coup, la mise en place du traitement, elle doit être très rapide. Après, dans une étude récente, ils avaient l'air de dire que le temps depuis lequel le décollement s'était fait n'avait pas forcément de gros impact sur la récupération visuelle, mais il montrait que la récupération visuelle pouvait prendre parfois plusieurs mois pour qu'on ait à nouveau une réponse au clignement, à la menace. Donc effectivement, il faut le laisser longtemps et le mettre en place le plus rapidement possible. Voilà. Merci Célia. Et donc, alors, on me pose la question sur le... Excusez-moi, Célie. Pardon, allez-y, continuez Laurent, excusez-moi, c'est moi. Oui, on me demande quelle dose d'atropine, car les chats hypersalivent. Oui, donc très classique d'avoir des chats qui salivent lorsque vous prescrivez de l'atropine. Toujours prévenir les propriétaires, parce que sinon, bien sûr, ils vous appelleront le soir même. Donc voilà, c'est quasi systématique. La dose, elle existe, l'atropine en collyre à 0,3%, 0,5% et 1%. À un moment, a été commercialisé en vétérinaire le 1%. Je crois que ça ne l'est plus, mais en tout cas, voilà, vous pouvez prescrire 0,3, 0,5, 1%. Il n'y aura pas une grande différence sur la salivation. Donc, malheureusement, on doit faire avec. Tous ne salivent pas, mais c'est quand même très fréquent, et donc toujours prévenir le propriétaire. Et ce qu'on peut faire, c'est éventuellement mettre du midriaticum qui a un Ouais, temps d'action moins long, mais sur les chats qui sont très sensibles, ça peut aider. Tout à fait, midriaticum, donc temps d'action plus court, mais qui aura moins de ces effets secondaires et qui vous, de par la midriase induite, diminuera les synéchies. Voilà, comme le dit Christelle aussi, midriaticum. Quelques questions? Alors, il y avait la même question, mais je pense que vous avez déjà abordé la réponse. C'était sur la récupération visuelle, même si le délai de prise en charge a été long. Je pense que Célia a répondu avec la question précédente. Alors, pour ma part, je ne vois pas d'autres questions. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous remercier. Merci pour cette présentation, Laurent et Célia. Merci à tous d'avoir répondu présent à ce webinaire. Comme je l'ai dit au départ, et donc l'enregistrement et le replay seront disponibles demain sur la chaîne Seva Université, sur laquelle vous pouvez retrouver tous les webinaires réalisés par Seva, quel que soit le sujet. Le PDF sera également disponible demain. Et voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup à tous.
Merci. Je vois une question qui est passée là sur le risque de glaucome lors de synéchie, c'est ça? Ou lors d'hémorragie, oui. Donc c'est vrai qu'en théorie, lorsque vous avez des hémorragies très massives comme celle que je vous ai montrée là, à un moment donné, la quatrième, là, il y en avait 4, la dernière en bas à droite, c'est vrai que vous pouvez avoir un angle qui fonctionne moins bien, hein, une moins bonne filtration de l'humeur aqueuse et donc un risque de glaucome. Donc, mise en place d'un traitement type COSOP Tencolir et suivi de la tension sont recommandés. Tout à fait. Je vois juste une question par rapport à l'hyperthyroïdie. Oui. Effectivement, on peut traiter les deux en même temps, donc traiter bien sûr l'hyperthyroïdie et ajouter l'amodip en plus pour traiter l'hypertension artérielle secondaire à l'hyperthyroïdie. Voilà, je vous ai mis trois images d'ouvrages assez récents sur l'ophtalmologie du chien et du chat. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on a parlé de l'ophtalmologie féline, mais il y a un livre très récent sur l'ophtalmo du cheval, et les conduites à tenir en ophtalmo du chien et du chat. Je crois qu'il y a une dernière question. Si on est objectif sous les 160, est-ce qu'on doit arrêter l'amodip ou le continuer? Normalement, il faut le continuer en faisant des évaluations, des mesures régulières. Si effectivement vous descendez en dessous de 120 à un moment, effectivement, on peut diminuer la dose que vous avez initiée, mais logiquement, on continue. Voilà. On regarde s'il y a d'autres questions. Merci à tous en tout cas. Merci à vous. Merci pour toutes vos questions. Merci, c'était enrichissant. Non, je crois qu'il n'y en a plus. Et donc le PDF va être disponible là, dans l'heure qui vient pour ceux qui veulent le télécharger. Merci et à bientôt. Donc 2022 pour la suite des webconférences sur l'HTA. Cécile, dernier mot? Merci beaucoup. Tout à Merci. fait. Rendez-vous en 2022.